la seconde délibération. La parole est à Madame Morin. Merci. Donc, Monsieur le Président et chers collègues, comme vous l'indiquez, le bâtiment est le deuxième plus gros consommateur d'énergie pour 45% et le deuxième secteur émetteur de bâtiments et à maîtriser les consommations d'énergie en hiver, mais aussi celles de l'été avec l'accroissement des canicules. Il y a d'ailleurs aussi un enjeu à construire différemment pour assurer le confort d'été et non pas avec de la climatisation, mais bien en assurant une ventilation naturelle. Donc nous ne pouvons qu'être en faveur de mesures permettant la réalisation du parc locatif social et nous regrettons d'ailleurs que la métropole n'ait pas participé à la massification de la réhabilitation, ce qui nous aurait permis de réduire davantage les gaz à effet de serre et ce qui aurait pu permettre, avec une vraie politique de transport, d'éviter la ZFE. Ceci étant dit, nous avons 3 problématiques sur cette délibération. La fiabilité des diagnostics énergétiques, la conformité des travaux de rénovation énergétique et l'absence de mesures conduisant à utiliser des isolants de bonne qualité et biosourcés. Comme la presse l'a rapporté à plusieurs reprises et comme l'ont montré des enquêtes de terrain, un même bien peut se voir attribuer une étiquette énergétique différente pour chaque diagnostiqueur. Alors que le financement des travaux de rénovation thermique est conditionné à des indicateurs de performance énergétique, la vérification après travaux de la bonne atteinte de ces objectifs est rare, dixit l'Agence nationale de contrôle du logement social. Peu de bailleurs sont dotés d'instruments leur permettant de mesurer les consommations réelles au-delà des chiffrages théoriques, relève le rapport qu'a publié donc à l'été 2022 l'Agence nationale du contrôle du logement social. Dans un logement sur 10, aucun diagnostic de performance énergétique n'a été fait après rénovation, s'étonnent ainsi les rapporteurs. En l'absence de cadrage précis, les bailleurs ont aussi tendance à faire passer pour des travaux de rénovation thermique de simples travaux de gros entretien ayant un faible impact sur les performances énergétiques des logements. De plus, après l'été caniculaire que nous avons passé, qui a causé des morts parce que de trop nombreux logements sont devenus insupportables à vivre sans climatisation, la question du confort d'été reste une impensée pour les bailleurs, alors que le dérèglement climatique nous impose pourtant de nous en préoccuper au moins autant que des températures hivernales. L'autre problématique, c'est l'absence de contrôle réel de la conformité des travaux de rénovation énergétique. On reste sur des performances énergétiques mesurées de manière virtuelle. Il n'y a pas de réel contrôle ni d'organisation qui permettent de s'assurer d'un diagnostic de départ avant rénovation et d'un diagnostic final afin d'objectiver la réalité de la performance de la rénovation. Et c'est là où le bât blesse, comme le souligne le magazine 60 millions de consommateurs, qui demande une meilleure formation des diagnostiqueurs de performance énergétique et qui, après avoir testé plusieurs sur plusieurs bâtiments, a constaté des écarts substantiels d'un professionnel à l'autre. En effet, les DPE réalisés comportent des erreurs en pagaille. En outre, il y a la qualité générale des travaux dans le bâtiment, avec de plus en plus de malfaçons. Nous avions d'ailleurs dénoncé il y a 2 ans la situation sur une des cités de Négronais, où les habitants avaient dénoncé des poses de double vitrage tellement mal réalisées qu'il y avait des espaces énormes autour de la fenêtre, et donc plutôt une aggravation de l'isolation qu'une amélioration. Il est légitime que la collectivité aide les bailleurs sociaux à rénover un parc de logements qui a pris beaucoup de retard dans ce domaine. Mais il est aussi essentiel que la collectivité s'assure que l'argent public est bien dépensé et donc qu'elle assure un minimum de contrôle pour, à partir de diagnostics fiables de l'étiquette énergétique avant et après rénovation, s'assurer d'un réel gain de performance énergétique et pas uniquement sur le papier. Il pourrait tout à fait y avoir des vérifications aléatoires d'un certain nombre de réalisations. C'est un choix politique. Le dernier point concerne la qualité des isolants utilisés. Aujourd'hui, les isolants biosourcés et ou écologiques sont considérés comme les plus efficaces, notamment contre la canicule. La laine de bois possède par exemple un déphasage de 15 heures, été comme hiver, et c'est donc un excellent isolant. Ensuite, la laine de liège, la laine de coton ou encore la ouate de cellulose figurent parmi les meilleurs isolants. Ils contribuent à l'inertie thermique du logement, ce qui permet donc de conserver la fraîcheur ou la chaleur. Les produits biosourcés ont plusieurs intérêts. Leur renouvelabilité, le stockage de CO2, la transformation et la fabrication qui demandent peu d'énergie, un potentiel de production locale qui limite les distances de transport et donc le maintien ou la création d'emplois locaux et ruraux. Il nous semble donc essentiel que la métropole veille à ce que l'argent public soit utilisé pour des rénovations de qualité et qui soit bénéfique pour le territoire et l'environnement. Si je peux prendre un ton un peu professoral sur le sujet, ce n'est pas à l'attention des services qui généralement maîtrisent tous ces sujets, mais c'est davantage à l'attention de mes collègues élus.
Les solutions existent et il nous faut donc nous emparer de ces solutions pour construire un avenir désirable. Nous devons là aussi faire des choix de société, mettre l'argent public au service des habitants et de l'habitabilité de nos villes, ou continuer à faire des travaux au rabais pour les pauvres sans se préoccuper de l'impact environnemental de nos décisions politiques. Je vous remercie. Invalidé. Et là-dessus, je donne la parole à notre collègue, Madame Traval-Michelet. Bien, merci, Monsieur le Président. J'espère que tout le monde se rappelle encore de quoi on parle. Je me permets de l'intervention de la métropole pour venir en appui des bailleurs sociaux sur la question des réhabilitations énergétiques et booster, si vous me permettez cette expression, ces réhabilitations énergétiques pour notamment le parc social. Je veux rappeler que le contexte financier actuel est difficile pour les bailleurs sociaux de la métropole. Je n'y reviens pas longuement, mais quand même, deuxième vague de la réduction de loyer de solidarité après la première, augmentation du taux de livret A, augmentation des coûts de la construction, inflation, coût de la vie, soutien des bailleurs sociaux aussi à leurs locataires. Et malgré tout, les bailleurs sociaux, et je veux les saluer ici publiquement, se sont engagés de façon très volontariste et de façon massive sur la réhabilitation du parc social sur l'ensemble de nos 37 communes. Un effort conséquent a été fourni par eux. Alors, vous remettez en cause, Madame Morin, ce n'est pas un ton professoral que vous employez souvent, c'est un ton péremptoire, mais qui ne vous donne d'ailleurs pas forcément raison. Je suis obligée de vous le dire, puisque, effectivement, nous devons instruire de nombreux dossiers qui nous sont présentés par les bailleurs sociaux qui interviennent. Et je le rappelle quand même, c'est inscrit dans la délibération depuis 2010. Ce sont plus de 10 145 logements c'est ça, qui ont été et qui ont bénéficié d'une aide de la métropole pour traiter les étiquettes les plus dégradées des logements sociaux. Aujourd'hui, vous le pointez, la réglementation sur les DPE a changé, donc on peut toujours se demander si les DPE sont toujours bons, mais on évolue évidemment avec les nouvelles réglementations. Nous avons pris pour parti, je suis bien obligé de le rappeler, de faire confiance aux bailleurs sociaux quand ils nous présentent des dossiers qu'ils instruisent, que nous instruisons, et qu'ils nous livrent les DPE. Alors si en effet, pour un certain nombre de particuliers, vous avez cité l'association des consommateurs qui peut révéler en effet des pratiques sur un certain nombre de bureaux d'études peut-être qui livrent des DPE qui peuvent parfois varier, je pense que les bailleurs sociaux de la métropole, qui sont des structures importantes, très professionnelles, nous livrent en effet des dossiers à l'instruction qui sont corrects et il n'y a pas lieu d'engager des fonds métropolitains supplémentaires pour aller vérifier derrière eux et prendre nous-mêmes d'ailleurs, finalement, parce que ça reviendrait à ça, des bureaux d'études qui referaient des DPE qui ont déjà été faits par des gens qui sont sérieux. Donc l'objectif de cette délibération quand même, c'est de venir soutenir davantage encore les bailleurs sociaux par des subventions complémentaires. Et puisque vous avez parlé d'innovation et d'un certain nombre de matériaux qui pourraient être utilisés, je rappelle, pour être assez courte quand même, vous lirez la délibération, qu'une prime de 1 000 € par logement complémentaire sera délivrée pour les opérations qui intégreront des matériaux biosourcés. C'est notamment indiqué dans la délibération. Donc là aussi, évidemment, nous accompagnons le souhait des bailleurs sociaux à venir lorsqu'ils le peuvent aussi, parce qu'il faut que les filières, dans cet intervalle-là, s'organisent pour être prêts face à la demande quand même massive des bailleurs sociaux. Et donc, je crois que sur toutes ces questions, la métropole est exemplaire dans le soutien qu'elle apporte à l'ensemble des bailleurs sociaux pour la rénovation massive, la rénovation énergétique des logements sociaux. Voilà. Merci. Je mets aux voix
Madame Morin, oui. Oui, pour répondre à Madame Traval-Michelet, ce n'est pas 60 millions de consommateurs qui parlent des problèmes de diagnostic. C'est bien l'organisme que je vous ai cité et qui contrôle les bailleurs sociaux et qui relève l'absence même parfois de diagnostic. Donc je pense que c'est opportun d'évoquer cette question-là. Et j'ai bien noté effectivement les 1 000 € de plus pour le biosourcé, mais il serait certainement plus pertinent de passer à une obligation d'utiliser du matériel biosourcé de façon à faire de la rénovation de qualité. Et sinon, je vous réponds sur le sujet qui nous occupe. Simplement pour vous dire que, et c'est une habitude, et je vous l'ai déjà dit en commission également, de prendre souvent un exemple comme vous l'avez fait avec la copropriété des Bosquets. Alors, ça peut toujours exister et je ne vous le retire pas et je ne le conteste pas. Il peut toujours y avoir des problématiques, des aléas, un contrôle mal fait. Ça peut toujours être possible. Mais par ce propos quand même et par tel ou tel exemple qui a pour vous vocation à dénaturer l'ensemble pourtant du processus qui est engagé, eh bien, on ne peut pas, sur la base de tel ou tel exemple, faire une généralité qui viendrait affecter toute la puissance quand même de l'opération et de la délibération que nous vous proposons. Voilà. Et quant aux matériaux biosourcés que vous demandez à non pas inciter, mais imposer, moi j'ai posé la question à quelques bailleurs sociaux parce que ça m'avait interpellé et je leur ai demandé si on l'impose à partir d'aujourd'hui, eh bien, on pourrait retarder un certain nombre d'opérations parce que les filières ne sont pas prêtes, outre le fait que les prix sont encore relativement un peu plus élevés. Alors, ils font beaucoup d'efforts là-dessus, et c'est vrai, et ils le disent, et ils y viennent, mais laissons aussi les filières, de ce point de vue-là, se mettre en place et incitons par cette incitation financière à déployer ces dispositifs de plus fort. Je mets aux voix la délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. C'est adopté.